Droit des locataires vs droit des propriétaires, c'est le sujet de ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprios, initiative de Top Agent en collaboration avec Eloya, PNV et Imovlan. Et comme à chaque fois quand on vous retrouve, je ne suis pas seul, je suis toujours bien entouré avec des visages que vous commencez à connaître. Ken Van Petegem est avec nous. Bonjour Ken. Davy. Le clin d'œil, mais quel charmeur, quel beau gosse. Celui-ci, t'es bien accompagné. Très Nouveau bien. visage qu'on commence à adorer et à découvrir de plus en plus ici avec les reels qu'on partage sur les réseaux sociaux. C'est Elodie Sorgelos. Bonjour Elodie. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Et puis à chaque fois, un invité exceptionnel. Cette fois-ci, c'est un avocat. Bah forcément, droit des propriétaires vs droit des locataires. Fallait qu'on ait Maître Jean Joris. Ah ouais. Bonjour à tous. Bonjour Maître Jean Joris. Quelle voix, quel organe. Baryton. Alto. Alto, incroyable. On va chanter dans cet épisode, je vous le dis. Vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez peut-être sur YouTube, vous n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. On a 25 minutes à passer ensemble. Peut-être qu'on va survoler certains sujets. Bah, c'est l'occasion de poser des questions puisque après, encore, on vient et on vous répond en commentaire. Bon, octogone qui démarre. On va pas parler mathématiques, je vous rassure. L'octogone, Maître Jean Joris, vous connaissez. MMA, combat. Alors c'est Jean Joris Schmitt, le prénom étant Jean Joris. Mais sinon je suis prêt au combat. Donc je dis Maître Schmitt alors. Jean Jo. Jean-Jo, ça devient compliqué maintenant cette histoire. Bref, je vais vous appeler maître. Donc, est-ce que c'est un vrai combat, vraiment, les propriétaires vs les locataires? C'est un vrai combat où finalement, globalement, ils s'aiment bien ces deux-là? Alors, idéalement, ça ne devrait pas être un combat. Idéalement, ils devraient bien s'aimer. Idéalement, tout devrait bien se passer. Ça, c'est en théorie, mais en théorie, tout se passe toujours bien. Je crois que les propriétaires et les locataires ont des intérêts communs, évidemment, qu'ils soient financiers ou de bonne vie ou de bonne entente. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça, puisque parfois on ne paye pas, ou le propriétaire ne donne pas ce qu'il faut, ou le locataire ne réagit pas comme il faut. Et là, on arrive effectivement dans le conflit qui va se résoudre. À nouveau, on peut tenter la conciliation, ou alors ce sera devant le juge de paix qui est le juge consacré pour cette matière. C'est souvent le propriétaire qui est mal vu, hein, Ken. Oui, mais c'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Je vais prendre mon exemple. Tu vois, moi j'ai 2 unités que je mets en location. Si le locataire il me paye pas, il me met dans la merde parce que moi j'ai des crédits à rembourser. Et donc beaucoup de locataires pensent que les propriétaires sont riches. C'est bon, il est riche, il a pas besoin de mes sous. Mais c'est pas vrai du tout. Il y a des jeunes trentenaires qui essayent de s'en sortir, de faire des investissements immobiliers parce que pour s'en sortir, l'immobilier est quand même une très bonne arme. C'est pour ça qu'on fait tant de podcasts là-dessus d'ailleurs. Et on essaye au départ, et donc on a des crédits, on a des revenus locatifs. Mais si on n'a pas ces revenus locatifs, il va falloir les payer de quelque part. Et les gens essayent de s'en sortir comme ils peuvent. Donc payez votre loyer, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai que c'est important de le rappeler, parce qu'effectivement, on pense souvent que les propriétaires, comme les chefs d'entreprise, souvent on se dit qu'ils sont blindés d'argent, alors que parfois non, c'est un investissement, c'est l'investissement de leur vie, et donc c'est important d'avoir ce revenu et qu'il arrive à temps. Elodie, toi, effectivement, tu as cette casquette aussi de propriétaire, tu as des locataires à gérer. Qui gagne le combat, là? En général, moi, Ouais. bam, un petit KO et on est bon. Il y a beaucoup de Blague à conflits, part. vraiment, c'est vraiment un truc... Non, honnêtement, ça va. Il faut aussi être rassuré par rapport à ça. Il y a parfois des histoires un peu rocambolesques, c'est vrai, mais dans la globalité, ça se passe bien. Il faut aussi se dire qu'en termes de statistiques, il y a en général moins de 3% d'impayés sur le parc locatif en Belgique. Donc c'est quand même faible. Le tout, c'est une bonne sélection. C'est bien de relativiser. Vous n'hésitez pas à nous raconter vos anecdotes aussi en commentaire, et on fera pourquoi pas aussi un hors-série avec toutes vos anecdotes, et on fera revenir Maître Jean Joris pour avoir des précisions. On rentre dans le vif du sujet maintenant, dans le concret. On entend beaucoup de choses concernant notamment d'abord le bail. Avant d'être locataire, il y a une rencontre qui se fait avec le propriétaire. Donc vous savez quoi, on va plutôt avant le bail, on va s'intéresser au moment où vous rencontrez les locataires. Qu'est-ce que vous pouvez demander, Ken? S'il va bien. C'est déjà une bonne chose. Et c'est vrai que certains ne le demandent pas. Ouais, et en réalité, tu peux pas demander grand-chose. Donc tu peux demander son nom, son prénom, le moyen de communication et le nombre de personnes avec qui il va venir vivre dans ton appartement. C'est tout? Ça s'arrête là. Mais ça s'arrête jamais là. Moi, j'ai fait... je crois que j'ai déménagé 10 fois dans ma vie. À chaque fois, on me demande des fiches de paye, on me demande de faire un dossier, des extraits de compte, le numéro de mon ancien propriétaire. Et en fait, je me suis fait avoir. Maître Jean Joris, défendez-moi. Je pense qu'effectivement, ça dépend des régions, mais à Bruxelles,
on peut aussi demander les moyens financiers sans demander leur origine. Donc il est possible de demander ça, mais ça ne peut absolument pas, par contre, être une cause de refus du locataire. Donc c'est un petit peu particulier, parce qu'on va dire voilà, quels sont vos revenus, une estimation, et effectivement le locataire pourrait dire un petit peu n'importe quoi. Ça c'est sur Bruxelles. En région wallonne, c'est plus ou moins la même chose. Sauf que là, on peut demander aussi la preuve du paiement des 3 derniers mois de loyer du locataire. Et en région flamande, là, c'est différent. Il suffit le propriétaire va juste demander les éléments qui montrent que le locataire peut remplir ses obligations contractuelles. Alors, cette législation, elle donne le sentiment que finalement le locataire est protégé, mais au final, ça reste le propriétaire qui prend la décision finale. Donc, en réalité, le conseil qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est de ne pas faire trop les malins, mais de plutôt, malgré tout, être transparent et faire un bon dossier, Elodie. Ouais, exactement. Et puis aussi, ce qu'on dit ici, c'est qu'il y a un cadre légal, effectivement, en fonction des différentes régions, mais rien n'empêche aux locataires aussi de donner plus d'informations que ce que nous, en tant que propriétaires ou agents immobiliers, en fonction de la casquette par qui on passe, eh bien, nous renseignent. Et donc, ça peut être pas mal aussi pour récolter des informations qu'on a indirectement demandées. Sur le moment de la rencontre et de la sélection, quelles sont les choses qu'on pourrait peut-être rajouter, qui seraient importantes dans ce débat sur le droit des locataires vs le droit des propriétaires? On a fait le tour. Bon. Il y avait un élément dont on avait parlé que je trouvais intéressant, c'est la question des animaux aussi, qui revient de manière récurrente. Et effectivement, a priori, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir un animal, mais bizarrement, dans la liste qui est prévue à Bruxelles ou en région wallonne, il n'y a pas cet élément qui est repris de la question de l'animal, qui est pourtant qui revient souvent sur la table et qui peut poser problème effectivement, puisque si on peut pas interdire spécialement d'avoir un animal, malgré tout, si on a tout d'un coup 4 dogs allemands qui hurlent du matin au soir et qui déchirent tout, eh bien là c'est à nouveau le juge de paix qui aura le dernier mot et qui va dire d'une part respect de la vie privée, vous pouvez avoir un animal, ou attention, vous allez trop loin, vous abusez avec votre animal. C'est le rendez-vous des proprios, donc on doit se positionner du côté des proprios. Ça veut dire quoi ce que vous venez de dire? Ça veut dire qu'on peut potentiellement le mentionner dans le bail en disant pas d'animaux. Oui. Le locataire nous bluffe, il emménage. 2 semaines après, il ramène son chat. On ne peut strictement rien faire. C'est ça qu'il veut dire, Ken. Exactement. On ne peut pas l'empêcher d'avoir un chat ou un chien chez lui, même si on a fait un bail dans lequel on dit tiens, pas d'animaux de compagnie. Il signe, il dit ouais, t'inquiète, pas d'animaux. Il le ramène. Et en fait, la loi va toujours en faveur du locataire. J'ai vu qu'il y avait une liste de 63 animaux aujourd'hui autorisés. Donc, allez voir cette liste. Vous tapez la liste des animaux autorisés. Il y a des animaux très originaux. Vraiment, je suis étonné qu'on puisse un jour tomber... Vous avez une anecdote par rapport à ça? Quels sont les animaux finalement les plus originaux que vous avez pu croiser, à part les chats et les chiens? Tu as pu croiser certaines choses? Moi, j'ai vu des geckos, des tarentules, des serpents. Et ça, c'est autorisé, ça? Je t'avoue, je sais pas. Ouais. Parce que je sais que ça bouge au niveau de législation par rapport aux animaux exotiques. Donc on invite aussi les propriétaires et les locataires à se renseigner. Et on le mettra certainement en commentaire. On mettra un article qui fera référence à ça. Mais la question des animaux, c'est vrai qu'il faut la poser. Et vous venez de soulever un sérieux... En parlant d'animaux, on soulève quoi? Un problème. Moi, j'en ai vu un beau une fois. J'ai vu des bébés crocodiles. Ah ouais. Pas sûr que ça puisse être... J'étais pas prêt à cette intervention. Pas sûr que ça fasse partie de la liste des 63 animaux, mais je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Je préfère pas le savoir, je crois. Ok, on continue sur ces fameuses rencontres, cette première rencontre avec le locataire. On a fait la sélection, vient le moment du bail. Alors on sait que le bail, en fonction de la région dans laquelle on est, y a des différences. Notamment par rapport à la garantie locative, le montant qu'on peut demander, noter. Quelles sont justement les règles, par exemple, pour Bruxelles, Ken? Pour Bruxelles, la garantie locative, c'est 2 mois de loyer, déposé sur un compte commun bloqué. À la banque? À la banque, oui. Okay. Donc on ne peut pas prendre la garantie locative sur son compte, même si certains propriétaires le demandent parce que c'est plus simple à la sortie et tout. Mais normalement, ça se fait à la banque, sur un compte bloqué, au nom du locataire. Il y a certaines agences aussi qui, en tout cas moi c'est mon cas actuellement, malgré la loi, qui prennent l'argent sur un compte à eux. Oui, mettre ça sur un compte tiers en attendant, à mon avis. Mais ils ne prennent pas ça sur leur compte pendant toute la durée de la location. Je ne suis jamais passé par la case banque. Parce que des agences l'encodent pour toi. Sur certaines plateformes, on peut directement faire la garantie locative sans passer par la banque. 2 mois à Bruxelles? Ouais. Combien en Flandre? Combien en Wallonie? La Wallonie pour toi, Elodie? Ouais, du coup, on va être aussi sur 2 mois. D'accord. Et en Flandre, on peut aller jusqu'à 3. Est-ce que ça veut dire que un propriétaire ne peut vraiment pas... C'est interdit pour un propriétaire de demander 3? C'est vraiment... Si, vous pouvez. Donc attention, en Wallonie, sauf erreur, si c'est sur un compte individualisé,
au nom du locataire, c'est 2 mois max. Par contre, sur ce qui est compte bancaire, donc si vous avez une garantie financière ou une garantie entre un CPS, par exemple, qui prendra en charge, et une banque, à ce moment-là, c'est 3 mois max. Okay. Bruxelles, ça reste effectivement, comme tu le disais, 2 mois sur le compte ou sur les garanties bancaires. Et en Flandre, je regarde mon copion parce que j'avais oublié, c'est maximum 3 mois. Okay. Par contre, à ce niveau-là. Maximum, ça veut dire qu'on peut demander 1 mois aussi. Exact. Évidemment, personne ne le fait. C'est pas obligatoire en fait. La garantie locative, c'est quand même vivement conseillé, mais c'est pas obligatoire. Je rebondis sur une chose intéressante que vous avez dit, c'est qu'on peut avoir une forme de garantie qui est qu'on constitue au fur et à mesure aussi. Et donc là, on peut aller jusqu'à 3 mois. Effectivement, par exemple, la banque se prête un petit peu caution. Elle donne au propriétaire, du coup, la garantie locative, ou du moins, elle la bloque. Et le locataire rembourse chaque mois, petit à petit, un montant pour au final la constituer. Ça permet pour les personnes qui ont une situation financière un petit peu plus précaire de ne pas être lésées et discriminées. Mais dans la pratique, ça donne une bonne image, finalement, des propriétaires. Mais dans la pratique, un propriétaire va se dire, OK, s'il n'a pas les moyens de payer la garantie locative, ciao. Donc... ça t'est déjà arrivé de faire ça? C'est sûr que ça commence mal. Ouais. Ça t'est déjà arrivé de faire ce type de garantie locative? Non, moi, je l'ai jamais fait pour l'instant parce qu'effectivement, ça donne un mauvais signe. Donc, en Flandre, ils peuvent aussi proposer une garantie par une caution. C'est uniquement en Flandre, donc par une personne physique ou une personne morale qui peut à ce moment-là se porter caution et de cette garantie locative. C'est une astuce. Maître, question piège. Non. Je suis propriétaire, je prends la garantie locative et je la mets sur mon compte. Parce que j'ai pas envie d'aller à la banque. Qu'est-ce que je risque? Vous ne risquez pas grand-chose. Voilà, on va juste vous en faire le reproche. Et en général, c'est des choses qu'on repère à la fin du contrat de bail, puisqu'on va dire, tiens, les dégâts locatifs ou la garantie, elle est là. Même tout comme le bailleur qui aurait pris une garantie sur son compte. Voilà, les sanctions sont pas, je dirais pas, il ne va pas avoir une résiliation du contrat ni une sanction. Il pourrait, je pense qu'il peut y avoir une amende, une sanction à l'égard du propriétaire s'il l'a pris lui en cash par exemple. Mais le locataire ne risque pas grand-chose effectivement. En réalité, si tu es honnête et qu'à la fin du bail, le locataire a bien entretenu ton appartement et que tu lui rends, il n'y a pas de souci. Voilà. En réalité, le souci arrive au moment où tu dis je te rembourse pas et il veut son argent, il va en justice, là les problèmes commencent. Quoi. Oui, tu as des intérêts alors que tu peux aussi récupérer sur la garantie à ce moment-là si tu l'as pas bien constitué. On a trouvé le candidat idéal, on a fait le bail, on s'est mis d'accord. Dans le bail, on peut mettre tout et n'importe quoi, mais en réalité, on l'a évoqué avec les animaux, le bail ne protège pas le propriétaire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a mis quelque chose, on a mis plein de conditions dans le bail que derrière finalement on est protégé en cas de non-respect de ce qu'il y a dans le bail. Clairement, moi je vais te donner un exemple. On a un client qui avait mis dans son bail que le locataire ne pouvait pas repeindre les murs parce qu'il avait tout repeint et tout. En réalité, il y a un état des lieux d'entrée dans lesquels les murs sont blancs, nickel. Si lui, il veut repeindre en arc-en-ciel tous ses murs, il peut le faire. C'est juste qu'en partant, il devra les remettre en blanc. Donc le propriétaire ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il ne peut pas interdire certaines choses à son locataire. Ça, c'est la vie privée. Et il fait ce qu'il veut. Il doit juste remettre en état quand il part. On a aussi le cas des fumeurs, par exemple. Souvent, on pose la question, est-ce que vous fumez? Parce qu'on se dit, il y aura des odeurs, ça va abîmer les murs. Même chose, de nouveau, on peut le mettre dans le bail, mais ça... Tout à fait. Okay. Mais même chose, comme il vient de nous l'expliquer, à la fin, si les murs sont jaunis, on repeint les murs. Point. Ok. Ou on essaie de ne pas mettre le feu aussi, ça c'est une autre... Le bail est signé, maintenant il faut l'enregistrer. C'est le propriétaire qui doit s'en charger. Tout à fait. En général, c'est ce qui se passe, ouais. Ok, et c'est important cette étape-là? En quoi c'est important? Oui, c'est important parce que si le bail n'est pas enregistré, donc le locataire pourrait ne pas respecter les modalités de préavis en cas de départ. Attention qu'en fonction des régions, le locataire peut du coup adresser un courrier au propriétaire lui laissant 1 mois pour enregistrer le bail. Et si le propriétaire ne le fait pas, quitter le bail sans respecter les modalités de préavis. C'est quand même aussi une manière de protéger à la fois le locataire et le propriétaire en fonction des contextes, en fonction d'un départ anticipé, voire même lors d'une transmission d'un bien immobilier en cas de vente également. L'enregistrement, le délai, il a combien de temps le propriétaire pour enregistrer ce document? 2 mois. 2 mois. Il a 2 mois, ok. 2 mois. Et puis après cette mise en demeure dont tu parlais, il y a une mise en demeure qui se fait ça en région bruxelloise, en région wallonne, c'est pas en région flamande. Et à ce moment-là, il doit donner une mise en demeure d'1 mois. Et si le bailleur n'a pas, dans le mois, fait l'enregistrement, le locataire peut s'en aller. Il doit donner un renom malgré tout, mais il ne doit pas respecter de préavis. Et aussi une petite astuce en région wallonne, le fait de ne pas enregistrer fait aussi que le propriétaire ne peut pas réclamer une indexation du loyer.
Okay. Ou une révision du loyer d'ailleurs, tant que c'est pas enregistré, tout à fait. Savoir. Est-ce que c'est aussi un moyen de pouvoir se retourner en cas, par exemple, imaginons, je vais visiter l'appartement en couple, je mets dans le dossier, on a tous les deux des beaux revenus, machin de ça, mais en fait derrière, il y en a un des deux qui peut pas signer le bail parce qu'il a d'autres histoires, il est peut-être ailleurs, j'en sais rien, mais le propriétaire dit à ce moment-là, non, je mets les deux noms. Est-ce que c'est aussi ça l'avantage de mettre les deux noms par exemple sur le bail, c'est de pouvoir après se retourner contre les deux, oui. Mais attention, il faut que les deux signent, bien entendu. Il y a les mentions obligatoires du bail, nom, prénom, adresse, etc., le loyer, et bien entendu la date et la signature. Si le propriétaire met Roger et Marie sur le contrat de bail, mais que Marie ne signe pas, c'est un petit peu facile. Maintenant, si les deux signent, évidemment, et alors là, il est conseillé en plus de prévoir une obligation solidaire et indivisible à l'égard des locataires, donc c'est dans l'avantage des propriétaires, ou une clause même de solidarité, ce qui est même encore plus prudent, ce qui fait qu'à ce moment-là, les deux sont tenus quoi qu'il arrive. Et donc, le locataire ne pourra pas, s'il y a un locataire qui s'en va, il reste tenu de payer les loyers. Je viens d'avoir le cas dans un dossier où un couple s'était séparé, monsieur est reparti en France depuis 4 ans, et là, madame n'a pas payé 2 mois de loyer, et baf, on s'est retourné contre lui parce qu'il est solvable, madame n'étant pas du tout solvable. Et donc, il reste coincé, mais ça fait 4 ans. Et on se dit, mais c'est horrible parce qu'il ne peut pas dire, moi je m'en vais. Non, il ne peut pas donner son renom tout seul. Attention, là je ne rentre pas dans les détails, il y a des exceptions avec les couples mariés, pas mariés, les concubins, etc. Mais bon, c'est l'idée, effectivement, pour les propriétaires. Je trouve que c'est plus intéressant d'avoir 2 personnes. Mais restons sur la situation de la séparation. On peut faire un avenant à un moment donné. Si les gens se séparent, le conjoint ou la conjointe n'est pas tenu responsable sur la durée. Si après 1 an et demi ils se séparent, là je t'appelle Ken et tu fais un avenant au bail. Comme ça la personne est protégée. Parce que si après pendant les 1 an et demi, ma copine ou mon copain fait des conneries. Le propriétaire n'est pas obligé, il peut l'accepter. Donc encore une fois, tu peux toujours faire ce que tu veux si tu es OK. Mais le propriétaire n'est pas obligé d'accepter, même en cas de séparation. Non, tu prouves la séparation, il n'est pas obligé d'accepter. Il a signé un bail avec des personnes, c'est avec ces personnes-là que le contrat court. Si on demande, tiens, est-ce que je peux, moi je reste dessus, mais j'aimerais mettre une nouvelle personne à la place de celle-là, OK, je suis d'accord, pas de souci, on fait un avenant en bail. On peut même faire un nouveau bail. En fait, tant que tout le monde est OK, on fait ce qu'on veut. Et attention, les règles sont différentes. Je crois que vous avez une émission sur la colocation. Ouais. Dans ces cas-là, les règles sont différentes. Il y a des possibilités, effectivement, pour les colocataires de partir en donnant éventuellement un renom et en trouvant plutôt un remplaçant. Mais ce qui n'est pas du tout le cas quand vous avez 2 personnes qui signent simplement. Là, le propriétaire choisit. On le rappelle, c'est un sujet qui est très complexe. Il y a beaucoup de choses à aborder. Il y a des trucs très techniques. Donc vraiment, mettez en commentaire s'il y a quelque chose qui vous paraît flou. On viendra donner un complément d'information avec grand plaisir. Et on vous invite évidemment à aller suivre nos réseaux sociaux puisqu'on partage plein d'autres contenus en plus de cette magnifique émission diffusée toutes les 2 semaines sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. On le rappelle. Bon, maintenant il est temps de parler des soucis, des problèmes. On en a déjà parlé un peu, mais là c'est bon, c'est signé. J'ai emménagé et là je paye pas mon loyer, quoi. Ouais. Eh ouais, ciao. Je pars en vacances à Ibiza et je paye pas mon loyer. Qu'est-ce que le propriétaire peut faire ? Avant d'emménager, il faut quand même, dans le bail, mettre une clause que le bail prendra court une fois qu'on a payé le premier mois de loyer, qu'on a payé la garantie locative et qu'on a fait une assurance. À ce moment-là, on remet les clés et le bail commence. Donc, il faut déjà que le locataire ait fait quelques étapes, qu'il ait déjà montré qu'il était solvable, qu'il a déjà payé, il a fait les démarches. À ce moment-là, normalement, il y a moins de soucis. Mais donc, c'est important de ne pas donner les clés à l'avance tant que toutes ces choses-là ne sont pas faites. On va parler d'Ibiza alors dans un instant. Intéressant 2 secondes aux assurances, c'est qu'on ne l'a pas évoqué, mais l'assurance est hyper important. L'assurance incendie, c'est souvent cette assurance-là qu'on demande et la seule qui est quasi obligatoire, je pense, Elodie. Oui, effectivement, tout à fait. Alors ça va dépendre en fonction des régions, mais on parle effectivement de... Ouais. Ok, donc le propriétaire a le droit d'exiger et le locataire est dans le devoir d'aller s'assurer. Maintenant, dans la pratique, en tout cas moi je l'ai vécu, on me l'a effectivement demandé au début, mais on me l'a demandé plus chaque année en fait. Comme c'est repris dans le contrat, là, tu ne respectes pas le contrat qui est légalement régi, tu vois. Et donc, si à un moment donné, le propriétaire dit, tiens, montre-moi la preuve que tu as toujours ton assurance, tu sais pas le faire, il pourra mettre fin au bail parce que tu ne le respectes plus. Ok. Et est-ce qu'il y a des différences entre les régions par rapport justement au préavis, par rapport à tout ça, des différences de législation ? Oui, alors là c'est complexe effectivement les préavis puisque ça dépend aussi des baux d'habitation, des baux de résidence principale. Intéressons-nous plutôt à la résidence principale parce que c'est ce qu'on rencontre quand même dans 90% des cas pour nous tous. Mais à ce moment-là, vous avez le bailleur qui peut mettre fin au contrat de bail a priori avec un préavis de 6 mois
pour occupation personnelle ou pour faire des travaux, et un préavis de 6 mois qu'il doit donner à la fin de chaque triennat. Donc s'il en rate un, il se trouve 3 mois avant la fin du triennat, qui donne son préavis, en principe on passe sur le triennat suivant. Et il pourrait aussi donner son renom à n'importe quel moment, moyennant un préavis de 6 mois, et une indemnité qui serait de 9 mois de loyer ou de 6 mois de loyer, en fonction qui donne ce préavis dans le premier triennat ou le deuxième triennat. Donc ici, on a quand même une manière pour le propriétaire de mettre fin, mais il est quand même assez limité, c'est-à-dire c'est occupation personnelle, donc c'est lui qui peut se mettre dans les lieux, et à ce moment-là, il peut rompre. Je parle ici des baux de longue durée, donc un bail de 9 ans. Et alors, le locataire, lui, par contre, il peut, a priori, donner un préavis de 3 mois. Okay. À n'importe quel moment pour quitter les lieux. Alors ça dépend un peu des régions, mais en général c'est plus ou moins la règle. Il y a des astuces, il y a une astuce en région flamande. Mais... Préavis qu'on doit évidemment envoyer par recommandé. Ça, j'ai retenu. Sinon, ça n'a aucune valeur. C'est ça, Ken. Yes. Je vais te donner pour compléter ici. En fait, quand tu fais un bail de courte durée, c'est-à-dire de moins de 3 ans, en réalité, c'est un préavis de 3 mois et une indemnité d'1 mois. Ouais. Si tu fais un bail de longue durée, c'est-à-dire plus que 3 ans, c'est 3 mois de préavis et 3 mois d'indemnité la première année, puis 2 mois d'indemnité, puis 1 mois, et puis c'est seulement 3 mois de préavis à partir de la 4e année. Le propriétaire sur Bruxelles, je reste toujours sur Bruxelles, lui, il met fin au contrat de bail quand il le souhaite pour occupation personnelle de lui ou de sa famille proche, sa fille ou ses parents, je crois que ça s'arrête là d'ailleurs, ou s'il fait 3 ans de travaux, s'il fait des travaux pour une valeur de 3 ans de loyer. Donc tu loues 1 000 € par mois, ça fait 12 000 € l'année, il doit faire des travaux de plus de 36 000. Là, il peut dire, voilà, je te mets dehors, dans 6 mois, c'est terminé, mais il doit prouver qu'il fait les 36 000 € de travaux, parce que moi j'ai un propriétaire qui avait un immeuble de rapport, et il a dit à ses locataires, voilà, je vais faire des travaux, je vous mets dehors, les locataires sont partis, et puis il s'est dit, bon, en vrai, je vais voir si je peux le vendre comme ça. Et donc il y a des gens qui ont payé et il n'a pas fait les travaux. Les locataires se sont retournés contre lui en disant, tiens, vous m'avez mis dehors pour travaux, vous n'avez pas fait les travaux, il a dû payer 20 000 € par unité. On parle d'appartement d'une valeur de 200 000. Ouais. Donc il s'est pris une fameuse amende. Ouais, donc ces deux techniques sont intéressantes, il faut les avoir en tête en cas de vraiment gros conflits avec des locataires, mais attention à bien faire les choses. Revenons donc sur les conflits avec les locataires. Le locataire ne paye pas son loyer. Il se passe quoi? On fait quoi? Le propriétaire a le droit de faire quoi? Il peut changer la serrure et il m'appelle. Les pressions qu'il peut faire. Tout d'abord, il m'appelle. Vous avez un client, maître Jean Joris? Un avocat, c'est quelqu'un qu'il faut voir avant pour éviter les ennuis après. Yes, je l'ai placé. Elle est passée, elle est bien passée. Et donc voilà, non, je crois que il n'y a pas le choix. C'est mise en demeure. Première chose à faire, première bonne réaction, parce que on va toujours essayer d'aller à la conciliation. Donc une mise en demeure, paye ton loyer, s'il te plaît. Sinon, voilà. Je conseille, moi, alors. Ici, je devrais plutôt me faire le défenseur des locataires, mais je pense que dans une bonne entente et pour que justement le locataire soit pas pris au dépourvu, moi je conseille toujours aux propriétaires dès qu'il y a 1 mois de retard, de directement y aller. Le gros problème qu'on a, c'est des propriétaires qui laissent aller 1 mois, 2 mois, 3 mois, et après s'ils doivent aller en procédure, ça prend tellement de temps que finalement ils se retrouvent avec 6 mois, 8 mois, 1 an d'arriéré loyer, qui est parfois catastrophique pour eux et qui devient catastrophique pour le locataire. Alors pensons au locataire 2 secondes, puisque vous en avez parlé. Ça arrive dans la vie d'avoir des moments plus difficiles, je perds mon emploi, j'ai pas les moyens. J'appelle mon propriétaire, je lui demande un délai de 2 semaines ou d'1 mois. Mon propriétaire veut pas. Il me dit non, je m'en fous. Il a le droit de dire je m'en fous. C'est un contrat, il faut payer, faut respecter le contrat. Après, toujours, c'est une entente. Si, tu vois, on va prendre l'image du propriétaire riche qui n'a pas de besoin. Il peut très bien dire, t'inquiète pas, paye-moi dans 1 mois, il n'y a pas de souci. Par contre, je reprends mon exemple, tu ne me payes pas, moi j'ai un crédit à payer et tout, tu vois, même 2 semaines de retard, j'ai dû payer mon crédit. Mais donc le propriétaire, à partir de quand il peut lancer une procédure d'expulsion? Un retard de combien de jours? 1 mois s'il veut. 1 mois. Mais il va avoir un peu difficile, c'est-à-dire un juge de paix va peut-être pas accepter de rompre un contrat alors qu'il n'y a un arriéré d'1 seul mois. En général, il va attendre 2 mois, 3 mois. Moi je conseille effectivement de mettre en demeure dès qu'il y a 1 moin pour prévenir, et puis au 2e mois d'aller en justice de paix, parce que le temps que tu obtiennes ton audience d'introduction, il y a déjà 15 jours, 1 mois qui va se passer, donc tu vas encore perdre 1 mois. Puis tu vas aller là, et puis pour peu qu'il y ait un autre avocat en face, ils vont devoir échanger leurs arguments, tout se fait par écrit, donc tu vas perdre 6 mois. Et puis tu peux avoir une audience dans certaines justices de paix à 1 an plus tard, et donc tu vas plaider ton dossier 1 an plus tard, tu obtiens ta décision, tu as déjà un an d'arriéré, le locataire est toujours là, et toi tu n'as toujours pas payé. Et à ce moment-là, tu dois
attendre ton jugement encore un mois. Et une fois que tu as ton jugement, tu dois signifier ton jugement par un huissier. Tu perds encore un mois. Et puis, il peut faire appel. Et puis après, tu peux commencer ton expulsion. Là, ça peut prendre 2-3 mois en fonction des communes. En espérant que tu ne sois pas en hiver. Ouais, aussi, puisque là, il y a une trêve. La trêve hivernale du 1er décembre au 15 mars, si je ne dis pas de bêtises. En Wallonie uniquement, je pense. Je pense que c'est plus le cas à Bruxelles. Donc, on est d'accord pour dire que finalement, le locataire, il est extrêmement bien protégé, non ? Tout à fait. Extrêmement bien. Je pense qu'il y a aussi une mesure préventive, c'est-à-dire qu'ici, c'est vraiment le pire des cas où à un moment donné, on est obligé de passer par une procédure judiciaire pour le locataire, mais bien souvent, dans les faits, il y a parfois du retard, mais qui sait se résolver assez rapidement avec une bonne communication, la compréhension. C'est surtout très important, dès qu'on voit qu'il y a un petit peu de retard à quelques jours près, de prendre contact avec le locataire, comprendre ce qui se passe et essayer de trouver un terrain d'entente, parce que parfois, ça se règle et parfois, c'est juste une situation délicate pendant quelques mois, mais qui peut être trouvé, qui peut être arrangé à l'amiable en tout cas. Avec votre expérience, vous avez des conseils à donner, des bons réflexes à partager aux propriétaires justement pour éviter de tomber dans ce genre de piège de locataires qui ne payent pas ou autre? Je vais reprendre, on refait un petit peu en arrière. Là, je vais faire la pub de l'agent immobilier. C'est pour ça que faire appel à un agent immobilier pour de la location, c'est top parce que comme il est intermédiaire avec toi, il va pouvoir de manière indirect proposer au locataire de donner par lui-même des informations supplémentaires sur ce revenu, sur ce qu'il fait comme travail. Il n'est pas obligé de le faire, mais nous on peut très bien dire au candidat, tiens le propriétaire, vous aurez plus de chances qu'il vous choisisse si vous donnez un dossier vraiment plus complet que ce que la loi demande. Et donc là, on peut vraiment comparer des pommes et des pommes. Un gars qui gagne 3 000 € par mois, il y a plus de chances que ça se passe bien. Et même s'il perd son emploi, derrière, il a le chômage, qu'il payera bien aussi. Donc, il faut vraiment, au départ, pour éviter les soucis, très bien choisir le futur locataire. Pas dire, il a l'air sympa, je le prends. C'est plus compliqué que ça. On avait un peu abordé la question de la location aussi dans les investissements locatifs, etc. Mais Elodie, toi qui fais beaucoup de location, je sais pas moi, dans ta manière de filtrer, est-ce que tu as un conseil à partager, un truc à dire aux propriétaires? Ouais, je pense que ce qui est important aussi et qu'on oublie parfois, c'est le feeling en fait. Ouais. Ça paraît parfois un petit peu spécifique de parler de ça, mais pourtant c'est hyper important parce qu'il y a des choses qu'on capte. On ne sait pas expliquer pourquoi et on ne le ressent pas de la bonne manière. Et souvent, l'intuition aussi, elle est là aussi pour nous montrer 2-3 petits trucs. Et personnellement, à chaque fois du coup que j'ai un petit peu dérogé à mon intuition, même si sur papier, la personne était nickel, c'est pas que ça s'est mal terminé, mais j'ai eu un petit peu plus de soucis qu'avec d'autres. Donc, c'est aussi important quand même de faire attention à ça, le feeling. Oui, effectivement, le feeling. Non, mais c'est important. C'est vrai qu'on sent une petite boule au ventre, on la comprend pas, on sait pas trop, donc on rationalise pas le truc. Alors qu'au final, il faut peut-être juste l'écouter. Ça veut dire qu'inconsciemment, on a capté quelque chose. Et donc, parfois, suivre ça, ça peut être un très très bon conseil en amour. En plus du reste, dans la vie de tous les jours. Quoi. Bon, on continue à évoquer différentes situations dans cet octogone, droit des propriétaires vs droit des locataires. Il y a tellement de choses à dire et je vois le temps qui avance. Parlons de la sous-location. La sous-location, il y a plein de situations qui nous amènent à devoir à voir certains locataires passer par ça. Est-ce que c'est autorisé? Si oui, dans quel cas? Sinon, pourquoi? C'est interdit sauf accord avec le bailleur en fait. Donc la cession est interdite, la sous-location est autorisée, mais avec accord du bailleur. C'est aussi simple que ça. Après, il y a des règles, je vais vous laisser peut-être expliquer, mais il y a des règles en fonction des préavis à donner, etc. Au sous-locataire par le locataire et au bailleur au locataire. T'as déjà vécu un cas de sous-location Non, pas pour l'instant, parce qu'en général, les propriétaires n'aiment pas trop ça. Mais j'ai, moi, un ami qui a demandé à son propriétaire, voilà, je te loue à un bon prix, mais tu me laisses la sous-location, parce qu'en fait, il sous-loue l'appartement en Airbnb. Et donc, comme il a expliqué à son propriétaire qu'il allait faire un appartement canon, il a dit, voilà, moi je te paye autant et t'inquiète pas, t'es payé, mais je vais utiliser ton appart de manière luxueuse avec une femme de ménage qui va venir tous les jours ou tous les 2-3 jours en fonction des demandes Airbnb. Et il, lui, sous-loue plus cher et il se prend la différence. Je vois l'équipe là, derrière les caméras là, qui ils ont ouvert grand leurs yeux. Alors on se dit, oh on n'a peut-être pas les moyens d'investir, mais on peut peut-être louer et faire du Airbnb. Mais pourquoi? Mais on peut pas louer, on peut pas louer 10 000 appartements. On peut pas faire un bail, on peut le faire qu'une fois, quoi, en fait. Tu peux louer autant d'appartements que tu veux. Tu peux louer autant d'appartements que tu veux. C'est pas limité. Ça, après, il faut voir si le propriétaire veut que tu te domicilies dedans ou pas. C'est différent, ça.
Ok. Par rapport à la sous-location, il y a un cas, parce qu'on voit souvent la sous-location comme de l'escroquerie. J'ai rencontré l'amour à l'étranger et j'ai envie de la rejoindre 6 mois, ou alors j'ai envie de développer mon activité, je pars pendant 6 mois, mais je veux pas perdre mon appartement parce que je sais que je vais revenir. Est-ce que pendant 6 mois, je peux le sous-louer? De nouveau, c'est toujours, vous allez me dire, c'est en accord avec le propriétaire. Et si le propriétaire veut pas, là alors il peut... alors je suis coincé, quoi, et je le fais en cachette, et là c'est illégal, quoi. Dans les faits, il y a beaucoup de personnes qui le font comme ça. Ce qu'il faut surtout pas oublier en matière de sous-location, c'est que la personne qui est le locataire principal est responsable de la personne qui sous-loue. Et donc, si en plus c'est fait de manière illégale, il s'expose par rapport au bailleur à quelques gros problèmes. Si, par exemple, la personne qui a sous-loué s'amuse à faire la fête pendant 6 mois, et puis le locataire principal arrive et retrouve le bien dans un état bien abîmé, ça peut engendrer des problèmes et c'est lui qui va être responsable, donc il faut quand même attention à ce qu'on fait. On continue avec des situations un peu cocasses, j'ai envie de dire. Crise énergétique, la chaudière, je sais pas moi, déconne, j'ai des vieux radiateurs qui datent de je sais pas quand, je suis locataire, j'en peux plus, ma facture a explosé. Quels sont mes droits? Est-ce que je peux exiger certaines choses au propriétaire? Maître, Elodie, Ken? Tant que l'appartement est salubre, tu peux rien demander à ton propriétaire. Donc tu dois avoir l'eau chaude et froide, tu dois pouvoir te chauffer, avoir l'électricité et avoir pas d'humidité sur tes murs et tout. Tant que tu respectes ça, tu peux rien exiger à ton propriétaire puisque tu as au départ signé un contrat et tu as été visiter ton appartement, donc tu sais dans quel état il se trouve. Oui, d'autant qu'en plus le propriétaire, on parlait des obligations que devait donner le locataire, ce que le propriétaire pouvait demander au locataire, mais le propriétaire a quand même des obligations très lourdes au niveau des informations à donner aux locataires, notamment par rapport à la salubrité de l'appartement, etc. Et donc, c'est vrai qu'a priori, le locataire est quand même informé, très bien informé, il doit l'être en tout cas. Nouvelle construction, il y a un truc que j'ai zappé, il commence à y avoir plein d'humidité alors que l'appartement paraissait parfait. Le propriétaire, donc le locataire il le mentionne, est-ce qu'il a le droit d'exiger des travaux directement? Tu parlais des propriétaires qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Est-ce qu'il y a des choses qui sont actées dans le code, justement pour que le locataire dise « Ah non, vous avez 2 semaines pour agir, c'est écrit dans le code ». A priori, s'il y a des travaux urgents à faire, le locataire peut le demander, mais idéalement, si le propriétaire ne le fait pas, il n'a pas le choix. C'est en justice de paix et aller demander au juge de paix assez rapidement. Il peut aller dans l'urgence. On peut se retrouver en 2 jours, parce que je parlais tout à l'heure d'1 mois. Il y a des requêtes en abréviation de délai, des citations référées. On va devant le juge de paix, on peut y être en 2 jours. Et à ce moment-là, il demande l'autorisation, effectivement, de faire exécuter les travaux, éventuellement aux frais du propriétaire s'il y a une urgence. De son côté, le propriétaire peut par contre lui rentrer dans les lieux s'il y a des réparations urgentes à faire, peut aller uniquement pour des réparations urgentes, sinon il ne peut pas rentrer, on est bien entendu violation de domicile, mais il peut rentrer pour faire des réparations. Le locataire, lui, peut le demander, s'il passe, ce sera le juge de paix, oui. Allez, encore quelques situations, là. N'hésitez pas à en mettre en commentaire aussi, on n'a plus beaucoup de temps, ça avance très très vite. Ouais, les travaux. Moi, j'adore mon appartement, mais je sais pas, j'imagine là une belle porte vitrée. Est-ce que j'ai le droit de faire les travaux que j'ai envie de faire dans l'appartement? Je suis locataire. Encore une fois, avec l'accord du propriétaire. Toujours, ouais. Et si tu le fais sans son accord, à la fin, tu dois remettre tout en état. En pristine état, comme on dit, donc dans l'état dans lequel c'était. Et alors ça dépend un peu des baux aussi, mais a priori, le propriétaire peut dire tu me remets tout ça en état, exactement comme c'était, et peut éventuellement même demander une indemnité ou dire je garde le tout pour moi, sans te payer d'indemnité. Et après, dans certains baux, il peut y avoir des indemnités. On parlait du feeling pour le propriétaire, mais le feeling aussi pour le locataire. Avec son propriétaire, ça va dans les 2 sens. Sentir le propriétaire, sa capacité à écouter, à agir, à être dans l'empathie, c'est aussi important pour les locataires qui nous écoutent rapidement. Une fuite d'eau, problème de plomberie, qui doit payer? Bonne chance pour prouver qui est en tort, quoi. Non, pas spécialement, parce que la fuite d'eau, ça dépend d'où elle vient. Alors bon, évidemment, on peut partir avec un expert, etc. Mais a priori, si c'est le locataire qui a dévissé quelque chose, ce sera pour lui, c'est d'une usure locative. Si la fuite d'eau vient d'un autre appartement, ce sera le propriétaire qui va se retourner contre un voisin, etc. Et si c'est vraiment plus lourd, c'est du gros œuvre, c'est des gros travaux, pardon, ça sera pour le propriétaire.
en général. Est-ce qu'on a plus ou moins fait le tour des situations cocasses qu'on peut vivre où vous en avez en tête? Il y en a plein. Il y en a plein, oui. Il y a de quoi faire, oui. Finalement, on revient à chaque fois à la même solution. C'est une discussion. Sinon, ça va en justice. Donc, je peux en énumérer 10 encore. On arrivera toujours à la même conclusion. C'est toujours la même chose. Et en réalité, il faut essayer de s'entendre le mieux possible parce que la justice, c'est long. Comme tu l'as rappelé, ça dure parfois 1 an, 2 ans et t'as pas envie, quoi. Non, donc aimez-vous les uns les autres, c'est le plus important. Mais ce qui est important aussi, donc par rapport aux réparations dont on parlait il y a quelques instants, c'est qu'il y a aussi des annexes au baux avec le détail de qu'est-ce qui est à la charge du locataire et qu'est-ce qui est à la charge du bailleur. Et ça, on a tendance à l'oublier, mais au moins ça met tout le monde d'accord et juste remettre cette annexe au locataire en disant voilà, ça fait partie de votre entretien à vous, comme ça s'il y a quelque chose qui arrive, on sait directement voir qui doit intervenir ou pas. Ça évite beaucoup de discussions et beaucoup de chipotage. L'état des lieux. On va tout doucement terminer avec ça, l'état des lieux. Voilà, c'est la fin du bail, on doit se dire au revoir. Souvent, je ne sais pas, mais on peut avoir des gros moments de conflit aussi à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? J'ai entendu, moi là, je l'ai vécu, c'est que lors de l'état des lieux, les murs, effectivement, il y avait des petits trous, la peinture était un peu usée, une usure normale de 5 ans. On m'a dit, si c'est après 5 ans, le propriétaire ne peut rien te demander comme frais pour restaurer. Est-ce que ça te dit quelque chose? Tu as vécu la situation? Effectivement, je connais pas le timing exact, mais tu vois, si tu fais une location d'1 an, tu reçois ton appartement en mur blanc, tu repars, il y a des coûts, parce que tu as monté ton vélo dans ton appart, et il y a des coups de pneus sur le mur, tu as mis des cadres et tout, tu dois repeindre. Ouais. Ça, c'est sûr. Après, si tu as vécu pendant 9 ans, tu vois, tu fais un bail de longue durée, c'est normal que les murs s'abîment au fil du temps, et donc quand tu pars, tu ne dois pas remettre, c'est une vétusté normale, entre guillemets. Okay. Et donc là, d'office, quand tu rentres dans un appartement, à la fois le propriétaire et le locataire doivent faire intervenir un expert pour faire l'état des lieux, parce qu'à la sortie, l'expert va donner son avis à la fois pour le propriétaire, parce que tu vois, si tu te l'as fait à l'amiable et tu dis au locataire, tiens, écoute, ici, moi, je veux 1000 balles. C'est toi qui demandes à une personne dans les yeux, tu me dois 1000 balles. C'est beaucoup plus dur que si l'expert donne une facture, voilà, c'est autant. Donc l'expertise, elle coûte un petit peu, mais elle donne tellement de légèreté à la sortie, c'est indispensable à faire. Et c'est 50-50, je pense, l'expertise. Idéalement, oui. Enfin, tu peux prévoir ce que tu veux. On peut faire ce qu'on veut. Il n'y a pas une loi qui dit c'est 50-50, la moitié pour le locataire. Ça prévoit dans le contrat de bail. Mais en général, on fait moitié-moitié à l'entrée, à la sortie, et je crois que je le rejoins totalement. C'est la meilleure solution, je crois, pour éviter des ennuis, parce que tous les cas où il n'y a pas eu d'expertise, je dirais à l'entrée ou à la sortie, à la fin c'est une vraie galère, et alors tu dois te grouiller d'aller chez le juge de paix parce que le type va s'en aller, et puis il te laisse les lieux comme ça, et si tu traînes un petit peu, après on te dit trop tard, c'est peut-être toi qui as abîmé les lieux, il a remis ses clés, c'est fini. Donc refuser éventuellement les clés s'il n'y a pas d'état des lieux de sortie, justement pour laisser le temps d'aller chez le juge de paix demander la désignation d'un expert. Bon, c'était l'Octogone partie 1. Il y aura certainement une partie 2 avec tous les commentaires, toutes les questions qu'il y aura sous la vidéo ou sous le podcast. On vous remercie d'être venu dans cet épisode. On le rappelle, Ken Winvest, très généreux en ce moment. Ça balance des infos sur Instagram, ça fait des podcasts, ça partage du contenu, quoi. Avec plaisir, mais c'est chouette. Allez suivre Winvest sur les réseaux sociaux. Allez suivre aussi Elodie qui partage beaucoup de contenu, aussi avec Louise qu'on a pu voir dans un précédent épisode. Vraiment, c'est un plaisir de voir ce que vous faites et tout le contenu que vous partagez. Et c'est pour ça qu'on est là aussi. C'est qu'il y a vraiment, c'est assez fou de se dire qu'il y a une vraie méconnaissance quand on sort de l'école, alors que ça reste un truc de la vie de tous les jours. Merci, maître Jean Joris. On s'est battu pour vous avoir. On a réussi à trouver un créneau. J'ai trouvé un créneau entre le réveil et le 4 heures, donc c'était pas facile. Donc ça se voit au niveau des cheveux qu'on était entre le réveil et 4 heures. On reparle tout à l'heure. Merci Jean Joris d'être passé dans cet épisode. Vous qui nous écoutez, qui nous regardez, on se retrouve très bientôt. Plein de contenu sur nos réseaux sociaux, évidemment. Et on remercie évidemment nos partenaires sans qui cet épisode n'aurait pas pu se faire. On remercie PNV, Eloya et I Movlan. À très vite pour un prochain épisode. Ciao. Ciao, à les amis. bientôt. Ciao. Salut.